Bah allez, on va démarrer. C'est bon, je peux y aller. Bon, mais merci déjà de m'accueillir parmi vous à Amiens, c'est une première pour moi. Et donc ravi de vous parler de ce qui est ma passion depuis maintenant plus de 10 ans, c'est-à-dire WordPress. J'ai démarré en 2007, j'ai commencé par me présenter un petit peu. Ouais, ça marche. Donc je suis consultant et développeur WordPress. Et je fais donc depuis 10 ans, et à titre professionnel, ça va faire 8 ans que j'ai mon entreprise en société, donc pour faire du développement spécifique, personnalisé sur des projets WordPress. Ça va être tout type de projet, que ce soit pour de la TPE, que ce soit pour du grand compte, pour de l'institutionnel, pour des associations aussi. Donc c'est intéressant de traiter avec ce genre d'outils tout type de clients et tout type de projets. Et je suis aussi co-organisateur du WordCamp Bordeaux 2017, s'il y en a qui étaient parmi vous à Bordeaux, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Et aussi du VP Bootcamp, c'est des événements qu'on monte, et du VP MX Day qui était aussi un événement. Alors, qui ne connaît pas les WordCamp par contre? Je ne vais pas poser la question. Ok. Alors pour résumer, un WordCamp, c'est en gros, on va dire, l'événement officiel qu'il y a dans la communauté WordPress. C'est organisé de manière bénévole. C'est en général une journée sur laquelle vous allez avoir des conférences pendant 1 ou 2 jours des fois d'ailleurs. Donc des conférences sur tous les sujets qui tournent autour de WordPress. Ça va parler de référencement, ça va parler de web design, ça va parler de code, ça va parler de... On peut tout imaginer du moment qu'il y a un lien avec WordPress. Et il y en a de plus en plus dans le monde, donc, et c'est assez accessible en termes de tarifs. Voilà, ça c'est le côté qui est spécifique WordCamp, c'est que vous allez être sur des journées à 40 € pour des niveaux de conférences que vous pourriez avoir dans d'autres événements où vous allez payer beaucoup plus cher. Voilà, c'est une spécificité des WordCamp. Donc profitez-en, il y en a un à Paris en mars prochain. Et il y aura aussi le WP Tech à Lyon, qui n'est pas un WordCamp, mais qui est aussi dans le même esprit et qui est beaucoup plus pour les développeurs, par contre, pour tout ce qui est technique. Donc là, si vous allez à Lyon, il ne faut pas avoir peur de voir des slides avec beaucoup de code. Voilà. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ok, très bien. Et je suis aussi depuis 2 ans président de l'association WordPress francophone, qui est un peu l'association historique dans la communauté qui essaye d'évangéliser sur le projet. Donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Et donc voilà, si vous allez sur wpfr.net, vous pourrez vous tenir à jour des actualités, demander un peu d'aide, poster une offre d'emploi si vous recherchez à recruter, mettre votre CV, bénéficier d'avantages et tout un tas d'autres choses qui sont là maintenant depuis 1 an sur la nouvelle version du site. Voilà, puisqu'il y avait eu un lourd historique. Et on a repris ça en main, 4 mois de boulot quand même. Et un passage à full WordPress, la totalité, puisqu'avant il y avait un forum pour la petite histoire qui était sur du PunBB, je crois. Donc on a fait de la grosse migration de données, et puis on a un site qui vous sert, il est ouvert à tout le monde, donc profitez-en. Et il vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des différents liens, des différentes communautés locales, au niveau de tout ce qui se fait, c'est vraiment centralisé. Donc souvent on nous pose la question comment avoir plus d'infos sur WordPress, comment prendre part à des meet-up, etc. Pour en savoir plus, eh bien allez sur wpfr.net. Et j'ai aussi une association locale qui est un peu moins active qu'elle ne l'a été, qui s'appelle WPMX. Voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi sur wpchannel.com pour ceux qui connaissent, pour les tutoriels. Et autre chose par ailleurs. Bon, on va pas s'éterniser. Parlons un peu de WordPress. Donc, déjà, qui utilise WordPress pour son site ou à titre pro? D'accord. Très bien. Donc déjà, tout a démarré par un commentaire. Alors c'est ça qui est un peu intéressant quand on définit WordPress. WordPress, c'est quoi? Bon, c'est un outil open source, ça veut dire que le code qui permet de l'utiliser est ouvert, on peut le lire. Il est gratuit. Ce qui n'est pas négligeable non plus, et on va dire que c'est gratuit, open source, c'est aussi communautaire. Et bien c'est parti d'un commentaire sur un blog, sur le blog de Matt Mullenweg, qui est, on va dire, celui qui a initié un peu le projet, même si ce n'est pas lui à l'origine. Eh bien, il y a eu un commentaire d'un certain Mike qui a dit, ben voilà, si tu es sérieux pour forker, donc forker dans le langage, c'est reprendre un projet existant qui était déjà open source, qui s'appelait B2, eh bien, si tu es intéressé, viens, on va monter un nouveau projet. Et c'est comme ça qu'est né WordPress. Il y a un commentaire sur un blog à l'époque, il y a de ça, c'était en 2003, donc ça date.
Et c'est vraiment parti comme ça. Et on peut toujours le retrouver, le commentaire. Donc je vous ai mis le lien, les slides seront disponibles. Et donc aux origines de WordPress, c'était corse. Parce qu'en fait, WordPress, c'est français à la base. Et ça qui est rigolo, c'est pas beaucoup su, mais en fait, c'est Michel Valdrigui, qui est donc le créateur du projet WordPress. Il avait fait un premier projet qui s'appelait V2. Et ce projet, c'était vraiment de se dire, eh bien voilà, j'ai envie de publier des articles et je veux qu'il y ait des commentaires dessus. Ça paraît basique aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc lui, il a monté ça, donc en Corse, en 2001, et aujourd'hui, voilà, enfin, la date n'est pas à jour, pardon, mais je pourrais si c'est à jour, on va dire. 14 ans et demi, on va dire, voilà. Donc le 27 mai, c'est tous les ans l'anniversaire de WordPress du projet. Donc depuis, le projet a toujours grimpé, il a augmenté en puissance, tel qu'on va le voir d'ailleurs dans les prochaines slides. Et c'est assez impressionnant pour, voilà, dans le web, souvent on a l'impression que c'est très éphémère, les technologies, demain la techno elle disparaît, alors que cette techno-là, ça fait 14 ans quand même, donc c'est assez mature. Si on parle un peu statistiques, donc, bon, après on peut toujours dire les stats, c'est toujours controversé, mais disons que pratiquement 30% des sites aujourd'hui dans le monde sont propulsés par WordPress. Donc, ce qui en fait la techno numéro 1 dans le domaine. Sur les autres technos en open source, on va avoir du Joomla à 3,3%, selon les stats de octobre, ou de novembre, je crois, et 2,3% sur du Drupal. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes technos à utiliser aussi, mais elles sont largement moins adoptées et plutôt en perte de vitesse sur Joomla. Drupal reste, on va dire, le cousin de WordPress. C'est une communauté avec qui on a essayé de tisser des liens, qui est vraiment pas en opposition, il y a vraiment des complémentarités qui peuvent se faire aussi. Mais c'est plutôt sur des projets à très fort budget et à très haut niveau de connaissance que Drupal est utilisé en général. Voilà. Qui fait du Drupal ici sinon ? Personne ? Non. Oui. J'en ai fait un petit peu. Oui. D'accord. C'est bien, hein? Oui, ouais. Ça dépend du projet. Voilà, c'est un peu. Ouais, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et donc, après, sur la stat des CMS, donc Content Management System, on est aussi là pour définir ce que c'est un CMS. Donc, un CMS, c'est en français un système de gestionnaire de contenu. Donc, en gros, c'est vous fournir une administration, un back-office qui va vous permettre de dire ben voilà, je modifie ma page, je modifie un contenu, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien vous pourrez le faire relativement facilement. Donc sur la part des CMS, on est à 60% avec WordPress. Donc bon, ça écrase tout le monde, c'est un peu logique vu que c'est aussi connu à la base pour avoir fait des blogs principalement sur WordPress. C'est l'origine du projet. Et comme c'est beaucoup plus, ça a été la grosse mode de monter son blog et de publier des articles dans tous les sens, cette techno a été largement adoptée de cette manière-là. Beaucoup moins que si on avait développé une techno qui est que pour faire des sites, des forums, que pour faire des sites e-commerce, que pour faire des sites un peu plus corporate, etc. Donc l'origine de WordPress, c'est du blog, c'est du CMS. Petit à petit, c'est devenu CMS au sens strict du terme où on l'entend. D'ailleurs, je vais le définir après. Mais sinon, voilà, c'est majoritaire depuis des années. C'est assez stable d'ailleurs sur cette part de 60%. Et on est à 6,6% sur du Joomla et 4,6% sur du Drupal. Donc là aussi encore c'est assez faible en termes de stats. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes technos à utiliser aussi. Après il y a d'autres technos qui sont tellement à moins de 1%, donc on les cite rarement, mais qui peuvent être aussi adaptés pour votre projet. Donc il ne faut pas forcément penser que c'est parce que tout le monde utilise WordPress qu'il faut utiliser WordPress, même si on peut faire beaucoup de choses avec, comme on va le voir. Donc qu'est-ce que c'est un Content Management System ? Donc c'est un logiciel conçu pour gérer le contenu de votre site internet, tout simplement. Le contenu, quand on parle contenu, il faut aussi bien séparer tout ce qui relève, on va dire, du design, du contenant. On a maintenant des genres on va dire sous WordPress, des outils qui vont un peu dévoyer la mission originale, qui permettent de customiser les couleurs, les polices, un peu tout et n'importe quoi, qui ne relèvent pas d'un vrai système de gestion de contenu qui doit se contenter de faire mettre du texte, mettre des images, modifier vos titres, etc. Donc ça, c'est pas très logique d'aller vers ça. On verra en quoi c'est un réel inconvénient, même si c'est comme ça que pas mal de gens ont choisi cette solution-là. Il faut faire attention et revenir à la définition d'origine, c'est vraiment pour gérer du contenu. Et pas faire tout n'importe quoi. On va pas s'amuser à créer tout un tas il y a des outils maintenant, on peut faire du CRM avec WordPress. Bon, pourquoi pas,
CRM, c'est pas un système de gestion de contenu. Donc il faut quand même séparer un minimum les choses, quoi. Donc notion élémentaire. Donc si on rentre dans le cœur du sujet avec WordPress, on a ce qu'on appelle un thème. Un thème sur WordPress, c'est ce qui vous fait, c'est l'enveloppe visuelle, c'est ce qui vous permet d'avoir un en-tête, un pied de page, qui vous affiche votre page d'accueil, votre page statique, votre colonne latérale sur les blogs, vos fiches produits sur un e-commerce, etc. Donc ce thème, il est responsable du design, c'est juste un dossier dans lequel on a du code PHP, voilà, et qui va permettre d'afficher les différents gabarits de page. Donc ça, c'est une notion fondamentale avec WordPress. On va aussi avoir des extensions. Donc les extensions, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais les plugins. On va essayer de rester français, on est assez tatillon là-dessus, à essayer de bien faire de la bonne traduction. Donc dans la communauté, on a des traducteurs qui aiment bien que l'on utilise les bons termes, donc on s'y attache. Donc les extensions, ce qui permet d'apporter des fonctionnalités en plus à l'outil de base. Donc en extension, vous allez avoir des extensions qui vont vous gérer des formulaires, qui vont vous gérer des e-commerce, qui vont vous gérer des réseaux sociaux, des newsletters, tout ce que vous avez besoin. Ensuite, vous avez les contenus. Donc les contenus sont stockés en base, donc une base de données de type soit MySQL, soit MariaDB. En gros, c'est un tableau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une base de données. C'est un peu un gros Excel, si vous voulez, avec des relations, mais bon, de manière simple, c'est ça. Et ensuite, voilà, donc WordPress, les thèmes, les extensions, on a aussi les médias que vous pouvez envoyer. Et tous ces fichiers-là, tous ces dossiers, c'est stocké sur ce qu'on appelle un serveur, auquel vous pourrez y accéder via des connexions de type, alors plutôt SFTP ou SSH que FTP, mais en gros pour simplifier, quand vous avez un site avec WordPress, il faut l'héberger chez un hébergeur qui va vous mettre à disposition une machine qui va tourner nuit et jour et sur laquelle vous allez installer WordPress. Voilà. Donc c'est pas très compliqué d'installer un WordPress. Ça se fait relativement facilement. Il y a des guides de démarrage, notamment sur WPFR, si vous voulez vous l'installer, qui sont gratuits, très complets. Vous aurez de la ressource. Et une fois que vous avez installé WordPress, vous allez disposer du back-office d'administration que toutes les entreprises et les institutions ont. Il n'y a pas un WordPress différent par rapport à un client ou à un utilisateur. Tous les utilisateurs ont le même back-office de base. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant d'être sur une techno qu'un grand compte, un petit compte peut utiliser, une administration publique, etc. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je vous ai déjà perdu? Est-ce que n'hésitez pas à le dire, hein. Parce que des fois, à la fin, on me dit « Ah, j'ai rien compris. » Ah oui, mais bon. Donc, qui utilise WordPress? Toutes ces marques-là, que vous connaissez, pas besoin de les citer. Alors, elles utilisent soit pour leur site corporate, soit pour une partie de leur site, soit pour la totalité. Voilà, vraiment, toutes ces marques-là utilisent du WordPress. Donc, c'est pour du CAC 40, du Fortune 500, et de la TPE, de la PME, de l'institutionnel. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Si vous faites du développement sur WordPress, vous pourrez traiter un peu tout type de clientèle. C'est assez stimulant quelque part. Donc, pour quels usages? Je reviens juste sur la slide d'avant. Non, c'est tout. Donc pour quels usages? Donc ce qui est intéressant dans cette techno-là, c'est vraiment une des forces, c'est la flexibilité, qui va vous permettre de l'utiliser comme base de travail pour à peu près 90% des besoins dès lors qu'on se lance sur le net. Donc déjà, vous pouvez faire des blogs, évidemment, c'est la base même de WordPress. Vous pouvez faire des sites vitrines classiques d'entreprise pour présenter vos services, à qui vous le vendez, etc. Faire des systèmes de job board, donc pour mettre des offres d'emploi. Donc ça, c'est très utilisé aussi sur les sites d'entreprises qui font du recrutement. Du e-commerce avec la solution WooCommerce que l'on verra plus tard. Et des forums aussi avec le projet BBPress, qui est un projet aussi qui est développé par la même communauté que WordPress. Donc, BBPress, ça fait des forums. Ça évolue moins vite que le projet WordPress, il faut être clair là-dessus. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces usages-là, on peut les combiner. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur le site qui est là, qui est l'administration de WPFR. Donc on a des articles pour le blog, on a des formulaires pour toutes les demandes. On a ici les communautés, en fait on enregistre chaque communauté locale pour la relier à un agenda à son agenda sur meetup.org par exemple. Donc comme ça, il y a de la syndication qui se fait de manière automatique. Ensuite, on a des événements, on a des pages, on a des projets, on a les CV, les offres d'emploi, on a les fiches produits, on a juste l'adhésion en ligne, on a tout le forum
Le forum aujourd'hui sur wp.fr, pour juste indiquer la taille que ça fait, c'est plus de 500 000 sujets. Donc c'est une base qui pèse très lourd. Et on a 55 000 comptes utilisateurs et ça tourne très bien sur WordPress, quoi. Donc c'est scalable, comme on dit souvent, hein, WordPress ne supporte pas la charge. Non, c'est juste votre serveur qui ne va pas la supporter si c'est mal calibré, mais WordPress peut très bien supporter de très fortes données, c'est juste il faut gérer l'infrastructure derrière, quoi. Voilà. Et d'ailleurs on le trouve tous les jours avec des tas de projets. Alors les points forts. Alors le premier point fort que je citerai, c'est la communauté, ouverte et accessible. Pourquoi ? Vous venez à un événement, quel qu'il soit, vous n'êtes pas forcément, vous débutez sous WordPress, vous n'avez peut-être même pas installé WordPress, vous en avez juste entendu parler. On vous accueille, il n'y a pas de souci, vous pouvez discuter avec les orateurs, avec les gens qui sont dans la salle. Il y a vraiment une facilité de contact qu'on peut avoir dans cette communauté. C'est comme ça que je l'ai vécu la première fois quand j'ai débuté les premiers WordCamp. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Accessible aussi en termes de prix, comme je disais tout à l'heure. On est sur des événements qui sont organisés par des bénévoles et profitez-en. Et qui sont largement sponsorisés. Donc tant que ça continue, il faut y aller. Donc la communauté, donc là c'était à Bordeaux, voilà, on fait toujours une photo finish. Ça c'était à Biarritz. Voilà, donc c'est toujours sympa. Ensuite c'est simple d'utilisation. Alors simple d'utilisation surtout pour l'utilisateur final, celui qui va administrer son site au quotidien. Si votre back-office est bien fait, qu'il n'a pas été trituré dans tous les sens par celui qui vous l'a fait en rajoutant des choses qui ne devraient même pas être là, de base c'est simple d'utilisation, c'est une interface très visuelle, il n'y a pas trop à se casser la tête très longtemps. En général, 1 heure de formation avec un débutant, même s'il n'est pas dans le milieu de la technologie, il s'en sort. Pour le coup, par expérience, ça se passe très bien, quel que soit le type de personne à qui on s'adresse. Donc ça c'est un gros point fort. Après pour les développeurs ça reste quand même assez accessible, contrairement à d'autres technos, il faut avoir un bagage un peu plus costaud. C'est aussi optimisé pour le référencement, au sens où vous n'allez pas avoir de blocage natif une fois que c'est déployé. Alors évidemment de base il ne va pas y avoir les outils nécessaires pour gérer le référencement sur votre site, ce qu'on appelle le on-site. Il va y avoir des extensions pour ça. C'est le but d'avoir un cœur de WordPress assez léger et de mettre des extensions pour compléter les besoins. Mais de base, c'est pas admissible du tout. Et c'est d'ailleurs même recommandé par Google. Voilà. Ensuite, c'est disponible en français. Donc ça, il faut le souligner aussi. La traduction, le projet est en anglais et il est traduit en français. Et vous avez la traduction en même temps qu'il y a les mises à jour. Donc ça aussi c'est le travail de bénévole derrière qu'on ne voit pas forcément, mais il y a un vrai travail régulier, d'ailleurs pose des fois des polémiques sur le choix de certains termes que l'on veut traduire, comme dernièrement c'était sur la traduction du terme upload. Donc on a choisi de mettre téléversé, ça fait débat. Donc la traduction c'est toujours assez... Et d'ailleurs, j'y prends assez part ce débat, mais voilà. Bon. En tout cas, c'est en français, vous l'avez dans des tas de langues dans le monde, donc ça permet une très large adoption. Vous pouvez travailler par exemple dans un site de type multilingue, avoir des utilisateurs en back-office qui parleraient anglais, vous parlez français, vous pouvez très bien leur fournir un back-office en anglais et vous l'avoir en français. C'est relié à l'utilisateur. Donc ça aussi permet une adoption plus facilitée, tout comme il y a une version basque, une version pirate, Klingon, je ne sais pas quoi maintenant, enfin ils s'amusent déjà. Donc voilà. Ensuite il y a l'open source. Ben oui, c'est open source, donc le code on peut le voir. Donc ce qui permet d'avoir des gens qui contribuent activement au projet. Ce projet, voilà, c'est des bénévoles, c'est des développeurs, c'est des spécialistes en sécurité, c'est des hackers qui testent la sécurité, c'est des référenceurs, c'est vraiment tous les corps de métier qui permettent de contribuer, de dire là j'ai vu un bug, je peux ouvrir un ticket de support et alors c'est plus ou moins pris en compte des fois par ceux qui sont, on va dire, lead développeurs tout à fait en haut de la hiérarchie. Il y a quand même une hiérarchie, c'est pas l'anarchie non plus ce genre de projet, mais voilà, le code est ouvert. C'est pour ça qu'on peut trouver des choses qui ne nous plaisent pas, qui sont vieillissantes, etc. Mais n'oubliez pas, c'est un projet qui a 14 ans et qui offre une très grande rétrocompatibilité. Donc ça aussi, vous pouvez avoir des vieilles versions de WordPress, ça va toujours fonctionner. Si vous mettez à jour, normalement, tout se passe bien. Par expérience, j'ai eu un projet qui avait une dizaine de versions de retard, ça s'est très bien passé, j'ai fait mettre à jour et ça n'a rien cassé. Donc il y a des efforts à rétrocompatibilité même qui d'ailleurs saoulent pas mal les développeurs sur ça. Après, point numéro 6, c'est aussi l'écosystème
incroyablement riche. Alors quand on parle d'écosystème, c'est l'écosystème au niveau des thèmes. Vous allez avoir des milliers de thèmes. Alors je reviendrai là-dessus parce que je ne suis pas particulièrement fan des thèmes qui sont proposés, mais vous avez aussi énormément d'extensions de très bonne qualité, qu'elles soient gratuites ou payantes. Vous avez des entreprises qui se sont montées en France à développer des services sur WordPress, tant sur les thèmes que sur les extensions, et qui en vivent très bien aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans, mais aujourd'hui vous avez énormément de business qui se montent dessus et qui réfléchissent directement au niveau planétaire, mais qui se montent d'abord en France aussi. Et donc ça c'est assez intéressant. Donc richesse de l'écosystème, très forte synergie, très forte activité communautaire. Ça on le voit de manière croissante et ça continue. Donc c'est très intéressant. C'est gratuit, voilà. Alors comme je précise, pas le service proposé par le prestataire qui vous fait le site. Non, parce que bon, la question classique, WordPress c'est gratuit, pourquoi je devrais payer pour que vous me fassiez le site? Je ne sais pas si certains l'ont eu, mais c'est jamais plaisant. Donc il y a un travail de pédagogie à faire pour expliquer qu'il y a des choses gratuites dans la vie, mais c'est comme tout, le service derrière ça se paye évidemment. Et ça c'est 7 points clés. Voilà. Donc 7 points clés pour dire que c'est un bel outil, qui a ses avantages, qui a ses faiblesses, qui évolue bien globalement. Et puis voilà. Et donc la seconde partie, on va d'abord parler maintenant de ce qui peut-être d'ailleurs vous paraît plus concret, c'est des bonnes pratiques pour WordPress. Donc j'en ai défini une douzaine. Voilà. Est-ce que jusque-là ça va encore, tout va bien, on continue? Bon, impeccable. Alors 12 bonnes pratiques. Relevés au fur et à mesure des années, de mon expérience, mais comme je dis, qui sont rarement appliqués par les pros malheureusement. Alors c'est dommage. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, j'ai mis une petite script. Donc en gros, ça résume une idée assez commune, c'est que sous WordPress, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de plugins. Donc on peut tout faire avec, c'est génial. Et après, au final, on se retrouve, tout est mélangé. Ça marche pas, voilà, et on parle de tout n'importe quoi. Donc déjà, la première des choses, conseil numéro 1, respectons les prérequis techniques. Alors, en 2017, que faut-il pour faire tourner WordPress? Déjà, on va parler de version de PHP. Alors, PHP, c'est le langage de programmation qui est utilisé pour faire tourner WordPress. Ça, c'est votre hébergeur qui vous le met à disposition. Donc, un hébergeur, il va vous dire, voilà, vous voulez un espace chez moi, vous allez avoir PHP, vous allez avoir MySQL pour les bases de données ou autre chose, etc. Eh bien, il y a des versions. Et ces versions ont leur importance, notamment la version 7. Il y a beaucoup de sites, la plupart d'entre vous, sans doute, ont peut-être des sites qui sont en version 5.6. La version qui suit, c'est la version 7. Il n'y a pas de version 5.7, il n'y a pas de version 6, il y a la version 7. Pour WordPress, il vaut mieux avoir version 7. Vous pouvez tourner en 5.6, ça va marcher. Sauf que la version 7 vous double la puissance en back-office. Donc en termes de temps de rapidité en back-office et même en front pour vos visiteurs, quand on pense conversion, rapidité, ce que conseillera à longueur d'année Google, forcément, eh bien mettez PHP 7. Alors 7 points, ça marche bien aussi, et il y a 7.2, il y en a qui s'amusent avec. MySQL, MySQL c'est pas trop grave si vous avez des vieilles versions, mais c'est plutôt conseillé d'être en 5.7. Ou MariaDB pour les hébergeurs qui font ça, qui est bien aussi. Donc ça c'est pour les bases de données. Normalement vous n'avez pas trop à vous en préoccuper. Et après il faut avoir HTTPS. Alors HTTPS c'est quoi? C'est avoir le cadenas dans votre barre de navigateur. Alors vous me direz, ouais mais ok pour le e-commerce ça se justifie, mais pour un WordPress à la limite qui a un site vitrine ou un blog ou n'importe quoi, qui n'a pas forcément de transaction, pourquoi j'irais mettre du HTTPS sur mon site? Eh bien en gros pour plusieurs raisons. La première c'est que Google vous l'impose plus ou moins aujourd'hui pour le référencement. Ensuite, c'est qu'une raison plus terre à terre, c'est que dans le corps de WordPress, il y a des portions maintenant qui ont besoin du protocole HTTPS pour fonctionner. Donc si vous ne l'avez pas, ça va vous poser souci. Et après, parce qu'on va dire qu'il y a un mouvement de fond par les grands acteurs du web, dont Automatic qui supporte le projet WordPress, dont Google, dont les gros hébergeurs, qui ont développé le projet Let's Encrypt, donc pour faire du certificat gratuit. Et que donc du coup ils l'ont déployé sur leurs formules d'hébergement et donc qui poussent les utilisateurs à le mettre. En termes d'hébergement, qui est chez OVH ici par exemple? Ouais. Vous avez fait attention que OVH vous déployez de base l'HTTPS. Donc ça il faut faire attention, votre site aujourd'hui si vous y allez, vous pouvez y accéder en HTTPS.
Si vous ne mettez pas en place les redirections et que vous ne réécrivez pas les URL en base de données de votre site sous WordPress, ce qui va se passer, c'est que sur Google, votre site il pourra être potentiellement indexé en double. Ça a été le cas d'une cliente qui avait du contenu dupliqué dans Google parce qu'elle elle était chez OVH. OVH un jour a activé le HTTPS, ça s'est indexé en double. Voilà. Donc faites attention. Il n'y a pas que OVH qui fait ça. Hein. Mais OVH, ils se sont allés un peu brutalement. Quoi. Et comme c'est un des plus gros, j'en parle un petit peu, mais c'est un bon hébergeur, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, sur le mutualisé, pas. Je suis plutôt dédié, moi. Donc après HTTPS, pensez-y. Alors attention, je ne vais pas vous faire un atelier basculant en HTTPS, il y a des procédures. C'est pas juste de dire je fais 2-3 requêtes dans la base de données, je réécris les URL. Non, il faut penser à d'autres choses, les données sérialisées notamment, les redirections pour, au niveau de, on va dire les redirections 301 pour le référencement. Il y a pas mal d'étapes, il y a des déclarations à faire. Donc pensez-y à ça, à faire les choses, pensez à HTTPS. Voilà. Qui tourne en HTTPS ici sur ces sites? Okay. Donc il y a une moitié, il faut qu'ils s'y mettent. Donc respect des prérequis égale meilleure performance et sécurité accrue. Donc c'est évident. Donc 2, faire des sauvegardes. Alors ça, c'est le truc le plus con du monde, passez-moi l'expression. Mais bizarrement, c'est jamais fait. Mais vraiment jamais. Pour le coup, dans les projets, on débarque, il n'y a pas de sauvegarde. Ou alors il y a le coup de, oui, j'ai fait des sauvegardes, c'est une extension qui me les fait, j'ai activé, ça sauvegarde tout seul. Ouais, mais les sauvegardes, si elles sont stockées sur le serveur qui héberge votre site, ça n'a pas trop d'intérêt quand le serveur se crache. Ça arrive souvent. Après, il y a le coup de dire, mon hébergeur fait des sauvegardes. Oui, alors, les sauvegardes hébergeurs. Alors, une anecdote, la première. Le cas de l'hébergeur dont la sauvegarde est corrompue, ça arrive, même chez les plus gros. Ou de l'hébergeur qui se casse la gueule parce qu'il s'est fait hacker et toutes les sauvegardes sont corrompues, ça arrive aussi, je l'ai vécu. Ensuite, le cas de la sauvegarde est soi-disant disponible depuis l'espace client, mais elle ne marche pas, donc il faut appeler le support, il faut payer 60 € pour la débloquer. Ah ouais, mais c'est censé être compris dans l'offre de service. Oui, mais vous comprenez. Bon, vous faites vos sauvegardes, vous les rapatriez chez vous, vous les mettez sur un espace de stockage qui vous appartient. Alors si vous n'avez pas, vous ne voulez pas trop vous compliquer, vous mettez sur un disque dur externe, vous les journalisez, etc. Pourquoi c'est important de faire des sauvegardes sur longtemps aussi? Si vous faites des sauvegardes à J-1, J-7, si votre site il est hacké depuis 3 semaines, c'est mort, quoi. Le mieux c'est d'avoir au moins 6 mois de sauvegarde. À la limite, vous gardez une sauvegarde par mois, après vous diminuez à une toutes les semaines, et après vous faites les 7 derniers jours, à la limite, si vous ne voulez pas avoir trop de stockage. Tout ça, il y a des extensions sur WordPress qui l'automatisent très bien. Je pense à Updraft, à Backup WP Up, je crois. Donc il y en a qui vous le feront, qui vous-même pourront vous connecter à des services comme Dropbox ou Google si vous aimez ces services-là. Voilà. Mais pensez aux sauvegardes. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne croyez de débarquer avec des sites qui se sont fait pirater un matin. Là, ouais, mon site ne marche plus, ouais, vous avez une sauvegarde. Ah ouais, mais elle est de hier. Ben, hier, le site était hacké. Donc, ça arrive à tout le monde. Donc faire des mises à jour régulières, ça aussi. Pensez à faire des mises à jour. D'abord les extensions, le thème éventuellement s'il a une mise à jour, et après vous mettez à jour le corps. Là on est en 4.9. Généralement je conseille d'attendre 3 semaines d'avoir la 4.9.1, enfin d'avoir la version .1, la mineure, qui va vous corriger en gros les bugs que les gens vont essuyer les plâtres, on va dire quoi. Notamment dans la 4.9, il y a un petit bug, enfin un bug assez pénible, les modèles de page ne fonctionnent plus vraiment. Donc c'est un peu embêtant, et ils vont le corriger dans la 4.9.1 visiblement. Donc bon après s'ils sont posés les modèles de page ça fonctionnera, vous inquiétez pas. Donc c'est assez réactif, hein, correctif, et puis c'est pour une question de sécurité, dès qu'il y a une faille, généralement elle est assez vite corrigée, quoi. Au niveau des répartitions des versions de WordPress, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, c'est pas si segmenté que ça. On va avoir en gros, on va être sur du 4.6 assez minoritaire, mais principalement 4.7, 4.8, 4.9. Donc le gros du marché est quand même globalement, les gens mettent plus ou moins à jour. Après, les autres, c'est vraiment des trucs des versions 3 qui traînent depuis 10 ans, quoi. Enfin, faut pas, c'est des sites qui sont à l'abandon, quoi. Donc ça, c'est assez bien, ça évolue pas mal. Sur PHP par contre c'est très lent parce que ça peut éventuellement casser des choses, il peut y avoir un héritage compliqué sur un site, etc. Donc on a les 5.3, 5.4 qui ont tendance à diminuer un petit peu de temps en temps. On est encore globalement sur du 5.6, ce qui est plus vraiment trop supporté, mais bon ça tombe bien. Et après sur la 7 on augmente, voilà. Et 7.1,
Donc en gros, on est encore un petit 20% ici. Avec les 40 qui sont ici, on est à 60% qui tiennent à peu près la route, mais on a encore 40% qui est vraiment obsolète, quoi. Donc ça, c'est quand même dommage, hein, parce qu'il y a quand même de gros gains de performance. Hein. Ensuite, la sécurité avec WordPress. C'est un vaste débat, ça. Bon, là, il y a une petite blague de l'utilisateur sur l'histoire des mots de passe. Qui s'est déjà fait pirater son site WordPress? Non? Personne ne s'est fait pirater. Vous avez de la chance. Vous avez vous mettez... Moi, j'ai plein de copains qui avaient des sites WordPress piratés qui m'ont appelé à la rescousse. Ah, c'est bien ça. On verra pourquoi. C'est assez... En fait, dans 90... Oui, ou pirater de WordPress ici. Ah, ça doit être rigolo. Bon, il y a des failles. C'est facile. C'est ce que j'allais dire, c'est simple. Bah, disons qu'en gros, c'est ce que je vais détailler un petit peu après, c'est qu'il y a des façons de créer les WordPress qui sont que tout le monde fait à peu près pareil, à installer tout et n'importe quoi sur certaines extensions, qui fait que bah, dès qu'une faille est connue, bah, tiens, c'est assez facile de trouver un WordPress, s'amuser avec. Donc bon. Alors que si on faisait le minimum, mettre à jour un truc assez basique et simple qui marchera tout aussi bien, et avec un bon hébergement, on ne se fait pas pirater. Au sens, moi j'aime bien distinguer le vrai piratage qui va vraiment tenter de hacker, trouver une super faille, du piratage qui est un peu libre service sur internet, que tout le monde peut un peu trouver dans les tutoriels, quoi. C'est un peu moins... Il y a des vidéos, donc bon. Mais le vrai qui va à fond en bourrinant pour tester des trucs, là c'est intéressant. Alors, liste de conseils non exhaustive. Déjà, utilisez des mots de passe sécurisés avec un gestionnaire de mots de passe. Parce que bon, le problème, ça va être votre client, par exemple, qui lui, ne va pas vouloir retenir le mot de passe. Donc, essayez de faire de la pédagogie, de l'inciter à déjà supprimer les emails qui contiennent des mots de passe. Essayez de lui dire, il y a des gestionnaires qui vous faciliteraient la vie, que c'est lui le premier rempart, ça va être, voilà, de ne pas déconner là-dessus. Bon, après, si vous faites ça, généralement, la pédagogie, ça passe, hein. Mais il faut en faire un petit peu, voilà. Limiter le nombre de tentatives de connexion erronées. Ben oui, parce que s'il y avait un robot qui tente de se connecter à votre site que vous ne le limitez pas, au bout d'un moment, il va trouver le mot de passe. Déplacer l'URL de connexion par défaut, ça marche bien aussi, ça évite les robots qui connaissent les URL wp-login.php pour se connecter à WordPress. Et bien si vous le déplacez, il tombe dans le vide. Donc après, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez peut-être bloquer aussi les IP, faire des choses au niveau du serveur. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de renvoi de mot de passe. Exemple très concret, vous avez un site, il y a un seul utilisateur. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait un renvoi de mot de passe? À la limite, vous êtes là, vous êtes son prestataire, il vous appelle, vous faites une réinitialisation soit par une backdoor, soit par la base de données, et puis c'est fini. Donc limitez à la limite le renvoi de mot de passe. Parce que souvent le client lui dit, moi j'ai un super mot de passe sur votre site. Sur mon site, ouais, j'ai mis comme vous m'avez dit. Oui, mais la boîte de mail, comment elle était protégée celle-là? Ah, moi j'ai un compte sur Hotmail, j'ai mis un truc depuis des années, c'est le même mot de passe, je m'en souviens par cœur, j'accède depuis n'importe où. Et ça fait pirater par là. Et le mot de passe il est renvoyé, et le WordPress il est bousillé. Donc ça c'est très 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 classique aussi, on voit souvent. Et mettez un seul compte admin par site. Alors, éventuellement deux si vous êtes le prestataire et que le client il va absolument avoir le compte admin parce qu'il se sent mieux de tout maîtriser, même s'il n'aura pas besoin d'y aller en général. Mais limitez les comptes admin, et surtout quand vous reprenez un site, des fois il y a une dizaine de comptes admin. Et vous posez la question au client, ah mais lui il fait plus partie de la société. Ah pourquoi il a encore accès à la partie e-commerce qui permet de gérer des factures, savoir le chiffre d'affaires, l'espace privatif qui permettait d'avoir accès au contenu privé de la société aussi, il y a plein de trucs comme ça. Ah je sais pas, ah bon ok. Bon. Et préférez HTTPS, SFTP. SFTP c'est pour la connexion au serveur, c'est quand même plus sécurisé. Et bizarrement, c'est pas toujours mis en avant par les hébergeurs. Et donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avec un simple accès FTP, on peut compromettre un site. Donc, généralement, le client, lui, il dit moi je veux un WordPress. Il prend l'hébergement chez un gros hébergeur, n'importe lequel. L'hébergeur lui envoie un mail, voici vos accès. Lui, il transfère au prestataire parce qu'il ne sait pas ce que c'est le client, forcément. Et les mots de passe, pendant des années, des fois, ils circulent de mail en mail, de prestataire en prestataire, ils ne sont jamais changés. Souvenez-vous d'une chose, vous pouvez avoir le meilleur mot de passe de la Terre sur votre compte admin. Si l'accès FTP, il a un mot de passe pourri ou il est mal sécurisé, vous êtes compromis. Hein.
Parce qu'avec l'accès FTP, l'accès au serveur, on peut réinitialiser un WordPress, on peut accéder au back-office, sans même que vous ne le voyez, hein, ça se fait très facilement. Et c'est d'ailleurs très pratique quand le client n'a que l'accès FTP, et pas l'accès à son WordPress. Donc, sécurité, faites attention, bonne pratique. Donc, cinquième point, choisir les bonnes extensions. Alors, pas plugins, ou plugging, ou je ne sais pas comment on dit, ou plug-in, il y a ça aussi. Donc, quand on entend partout, alors j'ai mis John Doe parce que bon, tout le monde dit, il y a un plugin pour ça, c'est facile WordPress, c'est comme sur mon téléphone. Donc, voilà. Il y a une appli pour ça. Mais non, parce que autant, alors du coup, là je mets le petit gif qui va bien dans la conférence. Donc stop, on s'arrête. Et là on se dit, non, sur un site, ce n'est pas comme sur un téléphone. Sur un téléphone, on dit, ben, je vais installer l'appli, elle va répondre à me permettre de faire ça, ça, ça et ça, je suis content. Et quand je suis plus content, je vais lire l'appli, à la limite, si je n'ai pas oublié, et puis ça s'arrête là. Sauf que sur un site, quand vous installez une extension, ben, c'est très facile, extension, ajouter, tiens, je veux faire un formulaire, on m'en propose une cinquantaine, j'en teste une, j'installe, ah ben j'aime pas, je désinstalle, réinstalle. Oui, sauf que sur un site, ça écrit des choses en base de données. Quand vous désinstallez, ça ne les s'installe pas forcément parce que des fois, ça peut être intéressant de retrouver les réglages ou les données. Ça peut potentiellement créer des problèmes de compatibilité avec d'autres extensions. Ça peut éventuellement aussi casser le site parce qu'il est peut-être mal fait à la base. Ça peut poser des problèmes. C'est complètement différent de ce qu'on peut avoir sur un téléphone. Donc, ce que je conseille, c'est déjà de ne pas penser fonctionnalité, mais de penser besoin. C'est différent. Donc c'est de se dire, j'ai besoin de quoi dans mon projet? J'ai besoin de gérer un espace privatif, j'ai besoin de, je sais pas moi, de créer un système qui va récupérer un flux de données qui est sur une plateforme tiers, je sais pas moi, et la réinjecter dans le site. Là on parle besoin. Après, le prestataire technique ou quand vous recherchez, il va vous apporter la meilleure solution par rapport à ces besoins-là. Ce qui est totalement différent et c'est ça qui permet d'avoir un projet qui tient la route sur le long terme. Et de ne pas se retrouver, ceux qui sont ici développeurs, qui reprennent des projets WordPress, avec 40 plugins, extensions en back-office, qui font des fois la même chose, qui sont redondantes, qui sont désactivées alors qu'elles devraient être supprimées complètement, et qui ne répondent même pas aux besoins, et qui viennent rallonger le back-office avec une tartine d'éléments supplémentaires, pas traduits, et après le client dit mais WordPress c'est nul, quoi. C'est trop compliqué, il y en a partout, et bien oui, mais parce qu'il y a n'importe quoi qui a été fait avec ce super outil. Donc, quand vous passez par un prestataire, configurez la tâche, hein, essayez pas forcément de tout faire vous-même, même si ça a l'air facile comme ça. Et quand vous bidouillez, et bien voilà, prenez le temps d'identifier les bonnes extensions. C'est pas simple. Une bonne extension, elle n'est pas forcément bien parce qu'elle est payante, loin de là. En gratuit, il peut y avoir de très bonnes choses qui vous conviendront parfaitement, et des fois même mieux que les payantes. Essayez de voir après par rapport à la réputation que l'extension peut avoir. Ben, par exemple, pour savoir ça, venez à des WordCamp. Discutez avec des gens, ouais, tu connais une bonne extension qui fait ça. Vous allez avoir, en général, les bonnes réponses dans l'auditoire, ils vont vous répondre, quoi. Ensuite, essayez de voir si le support est réactif. Comment tester le support? Alors, c'est pas toujours évident, mais déjà, la première chose à faire, c'est peut-être faire un petit mail en avant-vente, en commercial, est-ce qu'ils sont réactifs déjà pour vous le vendre? Si au bout de 3-4 jours, une semaine, il n'y a toujours pas de réponse par rapport à des questions techniques, est-ce que votre extension répond à tel et tel besoin? Oui, moi, par rapport à mon projet. Si le support n'est pas là, méfiez-vous. Et puis, vous voyez, si c'est français, déjà, ça peut peut-être faciliter les choses, hein, parce que la plupart du temps, ça va être en anglais aussi. Voilà. Ensuite, un point numéro 6, je peux prêter controverse. Ne pas utiliser les thèmes premium. Alors, du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on utilise? Alors, dans un projet WordPress, vous avez le thème qui fait l'enveloppe visuelle. Vous pouvez avoir des thèmes gratuits qui sont accessibles sur le répertoire officiel, qui sont à peu près tous nuls, parce qu'ils sont moches, il faut dire les choses. Vous allez avoir les thèmes premium qui sont environ entre 50 et 100 $ l'année, parce que si vous repayez pour les mises à jour, c'est quand même plus sympa. C'est des usines à gaz. D'ailleurs, je vais enchaîner avec la suite. Donc, c'est des usines à gaz, voilà, qui détruisent l'administration, qui vous ruinent les performances, aussi bien en back-office qu'en front-office, qui vous génère un code alors je pense vraiment, c'est vraiment que j'en suis rendu à 95% de tous les thèmes, je pense, de mauvaise qualité. Le support technique, voilà. Les mises à jour, en général, ce qui se passe, c'est que le thème, pendant 2 ans, il est mis à jour, il est maintenu. Alors les plus connus, ils vont durer un peu plus.
Mais sinon, au bout de 2 ans, ils disparaissent, ils sont plus en vente. Vous appelez le support, oui, est-ce qu'il y a une mise à jour? Ah ben non. Ah, c'est dommage, mais la faille de votre thème, du coup, elle sera jamais corrigée. Il faut dire au client, votre site, il s'est fait hacker, mais il n'y a plus de mise à jour. Il faut changer de thème. Ah, c'est dommage. Le site a été refait il y a un an, peut-être, des fois, ça arrive. Il faut repayer. Ok. Et c'est souvent le même design que le concurrent, parce qu'en gros, tout le monde achète le même thème. En gros, vous avez quoi sur le marché? Vous avez Divi, Avada, Jupiter. ouais, c'est possible, je ne connais pas tous. Donc en gros, vous allez avoir le même site que le voisin. Donc c'est jamais très, très intéressant. Et du coup, quand il y a un bug qui arrive sur ces thèmes-là, tout le monde a le bug. Donc moi, je ne suis pas très fan des thèmes comme ça, des thèmes premium, parce que ça vous fait des trucs comme ça aussi. Voilà. En gros, qui vous gèrent de la fonctionnalité, alors que le thème est là pour faire du design. Ce sont les extensions qui sont là pour vous dire tiens, je vais gérer des articles relatifs, je vais gérer des boutons de partage sur les réseaux sociaux, je vais gérer un diaporama. Normalement, ce n'est pas le thème qui doit vous faire ça. C'est vraiment les extensions. Et donc, mais pourquoi ils vous font ça, les vendeurs de thèmes? Parce qu'en gros, ils font un truc produit qui sait tout faire, tout compris 500 options. Ah ouais, pour 50 $, je vais avoir un site qui va tout faire. Je ne paye pas un prestataire, c'est 1 000 €, génial. Donc, ou je sais pas, 50 000 €, 500 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, 50 $, j'ai un super truc. En général, vous installez le thème. Bon, déjà, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, vous bataillez avec Translate. Après, ça s'installe, on vous met plein de notices à l'écran, vous n'êtes pas à jour, vous devez installer telle extension et ceci, cela. Là, vous dites, mais c'est quoi WordPress? Pourquoi on m'a recommandé ça? Je ne comprends plus rien. Et là, quand vous avez enfin fini par vous en sortir, vous arrivez, ah oui, alors la démo était superbe, mon site il est moche, il n'y a rien qui s'affiche. Ah ouais, et là vous dites, ah ouais, il va falloir construire mes pages, c'est par un espèce de builder intégré, tout ça. Et là, vous prenez la tête pendant 3 jours et vous n'avez toujours pas un site qui marche, quoi. Alors qu'avec des fois des thèmes très simples, pas forcément très compliqués, on peut arriver au même résultat. Alors évidemment, les thèmes premium, avantage, oui, c'est moins cher. Et si le thème est à peu près bien fait, vous allez avoir le site qui il peut être en ligne assez vite. Et si vous passez par un prestataire, il y a déjà ça va vous coûter plus cher. D'ailleurs, c'est ce que j'en parle après. Le mieux, c'est quand même de faire un thème sur mesure. Ça, c'est dans le monde un peu idyllique. Donc moi, évidemment, c'est mon cœur de métier, c'est de faire du thème sur mesure, parce que c'est là où on a la meilleure qualité au final. Mais évidemment, il y a des avantages. Donc l'administration, elle est entièrement personnalisée. Le back-office, vous n'allez pas avoir 50 000 trucs qui ne vous servent à rien. On pense vraiment par rapport au projet. Le moindre élément vous servira. Vous avez une architecture de contenu qui est pensée pour le projet. C'est pareil, si dans votre projet, il faut que vous mettiez en ligne des formations, des événements, des fiches produits, on les met. S'il n'y a pas besoin, on ne les met pas. Des fois, il y a des thèmes qui rajoutent des types de contenu dans le back-office. On reviendra sur ce que c'est les types de contenu. Donc l'inconvénient de ça, ça ne vous sert à rien, ça s'affiche. Et des fois, il y a des contenus par défaut, et ces contenus par défaut s'indexent dans Google, parce qu'ils ne sont même pas désindexés. Donc il n'y a même pas le référencement qui est géré par ces types de contenus-là. Donc c'est assez catastrophique. Donc l'avantage, quand le thème est sur mesure, normalement il est pensé SEO, au niveau de rien que de nommer les balises correctement dans le code. Il respecte l'accessibilité. Il y a des référentiels pour tester ça. C'est assez simple d'utiliser des extensions de navigateur qui utilisent par exemple le référentiel de chez Hotcast, qui est une boîte française qui fait de choses en accessibilité. Et normalement, il est pensé performance. Parce que quand on installe un thème premium, en général, d'entrée de jeu, vous avez une centaine de requêtes sur la page d'accueil. Vous avez un poids de page très lourd parce que rien n'est optimisé. Et vous n'avez encore rien fait que votre site est lent. Et ouais, mais derrière, mais Google il dit qu'il faut un site rapide, sur le mobile ça rame. Pour la conversion, aussi bien faire du lead sur le contact que faire de la vente e-commerce, c'est trop lent, les gens ils se barrent. Et c'est le thème premium qui est comme ça, vous ne pourrez pas y faire grand chose. Alors vous pouvez toujours prendre un hébergeur plus puissant, faire toutes les optimisations de la terre. S'il y a 100 requêtes à charger, il y a les 100 requêtes à charger. Alors que sur un site avec un thème sur mesure, vous pouvez facilement avoir moins de 40 requêtes. Sur des très gros projets avec plein d'éléments, un design hyper sophistiqué, et même si vous en faites un truc un peu plus soft, vous pouvez tomber à 20 requêtes, quoi. Donc c'est hyper léger, quoi. Et là vous allez sentir une fluidité pour le visiteur et ça va être vraiment sympa. Donc bien sûr ça a un coût, un inconvénient. Donc inconvénient, l'investissement initial est plus lourd, mais sur le long terme, un thème sur mesure, moi j'ai des clients sur 4-5 ans, le thème il n'a pas bougé, ça marche toujours nickel le site, quoi. Donc au début, alors que sur un thème premium, peut-être qu'au bout de 2 ans, il n'y a plus de mise à jour, refonte, recoût, pas forcément intéressant. Nécessité d'identifier un développeur et un web designer.
Oui, parce que forcément, le codeur, il ne sait pas faire du design. Hein, ça, c'est rare en général. Donc, ça prend plus de temps aussi. Alors, je dis pas ça, s'il y a des designers qui font du code, les deux. Enfin, mais en général, les codeurs ne sont pas trop à l'aise avec le design, quoi. C'est un métier, quoi. Donc voilà, donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages qui sont en termes de qualité. Les inconvénients quand même, c'est peut-être le coût, mais finalement le coût, si vous pensez court terme, oui. Si vous pensez long terme, foncez sur du sur-mesure, quoi. Et surtout parce que le prestataire va vous accompagner sur la durée, quoi. Voilà. En général, il y a deux étapes qui s'opèrent. Soit vous avez le client qui est mature, il va directement sur du sur-mesure, c'est génial, il y aura la qualité si vous faites du bon boulot. Soit il y a le client qui n'est pas mature et qui découvre WordPress, et à ce moment-là, il va passer par la phase premium, et puis après, un jour, il va débarquer chez vous, il va dire ouais, mon site il ne marche pas bien, je suis sur le premium, je vais passer sur le sur-mesure. Voilà. En gros, c'est les étapes qui se font. Mais ce qui n'est pas en soi toujours une mauvaise chose, c'est ce qui a permis aussi ce qui a permis la croissance de WordPress quelque part. C'était un premium, il faut dire les choses, quoi. Si ça a été adopté largement, c'est parce que les gens, à un moment donné, se sont mis à administrer le WordPress, à monter les sites en installant le thème, même s'ils ont fait des choses pas toujours hyper qualitatives, c'est comme ça aussi que ça s'est développé, quoi. Il faut dire les choses. Contrairement à d'autres projets qui sont comme d'autres projets CMS, qui sont restés hyper pointus et qui nécessitaient forcément du budget au début, et donc qui ont limité cette adoption. Voilà. Point numéro 7, éviter les hébergements mutualisés. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous sont peut-être sur des hébergements mutualisés, c'est-à-dire un hébergement que vous partagez avec d'autres clients, que vous payez à peu près moins d'une centaine d'euros par an. Mais le problème, c'est que quand vous partagez la ressource avec les clients qui sont sur la même machine que vous, le site il est lent. Même si vous avez l'impression qu'il peut être rapide, quand on fait de vrais tests, quand on analyse tout ça, et que vous avez beau mettre à jour les versions de PHP, etc., ça restera lent sur le mutualisé. Donc envisagez, dans la mesure du possible, de l'hébergement un peu plus de meilleure qualité. Ça ne coûte pas forcément des masses plus chères. Donc voilà, évitez ça. Surtout si vous faites du e-commerce, clairement, c'est pas très crédible, quand même. Ensuite, utilisez un système de cache. Donc le système de cache, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre en gros de précharger les pages de votre site. Donc vous pouvez faire du cache au niveau du serveur directement, et vous pouvez aussi le gérer côté client, mais il y a des extensions sur WordPress qui marchent bien, que vous pouvez utiliser. Moi j'aime bien utiliser WP-Rocket, je ne sais pas si y en a qui utilisent celle-là. Après il y en a une gratuite aussi. Donc ces extensions, vous les installez, elles vous permettent d'optimiser la performance du site. Mais quoi qu'il en soit, les fondations, ça reste le serveur et donc le budget que vous y allouez. Si c'est mal configuré, si c'est là à la base, vous pourrez faire là encore toutes les optimisations, vous n'aurez pas d'énormes gains. Donc c'est la slide 51, je ne sais plus laquelle c'était. Qui aime Siteland, je crois que c'était. Point numéro 9, profitez de l'architecture personnalisée de WordPress. Alors ça, c'est le truc essentiel dans un CMS. Qui n'est pas toujours, qui est même des années après que ça soit démocratisé dans le code, c'est rarement exploité. C'est-à-dire, pensez votre administration, votre back-office par rapport à votre projet. Dans WordPress de base, vous allez avoir les articles et les pages. Donc quand vous voulez créer des articles pour un blog, oui, c'est justifié. Quand vous voulez créer une page pour parler de vos services, pour mettre les mentions légales, etc., ça reste une page, c'est justifié. Par contre, quand vous voulez faire dans votre projet, alors comme on disait tout à l'heure, par exemple, vous voulez mettre des événements. Ouais, mais c'est pas un article, c'est pas une page, ça, au niveau sémantique, ça n'a rien à voir. Il faut créer un type de contenu événement dans le back-office. Ça, c'est pas forcément fait. Vous pouvez avoir des formations, vous pouvez avoir des offres d'emploi, vous pouvez avoir des fois on a des ouvrages, des voitures, des biens immobiliers. Pour de l'immobilier, on a des propriétés. Dans ce cas-là, on crée un type de contenu propriété et dans laquelle la personne va saisir toutes les baraques, les appartements, etc. qu'il veut mettre en ligne sur son site. Donc sur un WordPress, il faut vraiment se dire, en fonction du projet, quels sont les types de contenus que je vais avoir, quel contenu je vais proposer de manière globale. Si ce ne sont ni des articles ni des pages, il faut que je crée quelque chose de plus dans mon back-office. Ce qui vous permet d'avoir déjà, de segmenter les éléments, d'avoir des URL personnalisées pour votre référencement, évidemment, et de pouvoir faire des affichages en termes de design qui sont spécifiques à ces types de contenus-là. Donc ça, je vais vous en montrer après. Donc, dans WordPress, on a le trio gagnant. On a ce qu'on appelle les custom post types.
Alors ça date depuis 2011. C'est une de mes premières conférences où on expliquait que les custom post types arrivaient. Malheureusement, encore en 2017, il y a des tas de projets et où on a vraiment un souci d'expliquer cela, où ce n'est pas utilisé. Alors ce n'est pas utilisé déjà parce qu'en fait ce n'est pas visible en back-office par l'utilisateur, c'est au développeur de faire le travail de rajouter ces éléments. Ce n'est pas forcément très compliqué à faire. En deuxième lieu, on a les taxonomies personnalisées. Ce qu'on appelle les custom taxonomies, ça c'est quoi? Dans les articles de WordPress, vous allez avoir les catégories, les étiquettes, ce qui permet de filtrer votre contenu, de le classifier. Et bien, par exemple, un exemple très concret, quand on fait par exemple de l'immobilier, vous avez le type de contenu, les propriétés, et bien vos biens, vous allez pouvoir les classer. Par exemple, vous allez les classer en termes de type de biens, appartement, maison, villa, etc. Et donc ça, quand vous allez après, côté utilisateur, côté front, afficher vos biens et par exemple offrir un moteur de recherche, moi je veux filtrer, je veux afficher que les maisons qui sont dans tel lieu géographique, eh bien il faut déjà qu'en back-office vous ayez fait la classification, sinon ça ne marchera pas. Donc ça le permet, on peut très bien faire ce qu'on veut là-dessus. Et après ce qu'on appelle aussi les custom fields, les champs personnalisés. Alors c'est rien de très sorcier, hein. Un champ personnalisé, c'est par exemple, là encore si je reprends l'exemple de l'immobilier, vous créez une fiche de bien et dans la fiche de bien vous allez par exemple mettre le prix de la maison. Et bien ça c'est un champ de texte ou un champ décimal dans lequel vous allez mettre une valeur. Vous pouvez avoir un champ galerie, une galerie de photos pour présenter la maison. Vous pouvez avoir des cases à cocher pour dire il y a telle option dans la maison, elle a la clim, elle a la piscine, elle a je sais pas quoi. Et du moment que les données sont bien segmentées, bien injectées dans la base de données, quand vous allez devoir faire le design de votre site, par exemple, cette maison-là, elle a une piscine, vous allez mettre un picto piscine, vous allez faire une détection si dans la base de données, il y avait bien la case à cocher qui était sur la piscine. Et bien ça, c'est géré avec des champs personnalisés dans WordPress. Voilà, ni plus ni moins. Ce qui n'est pas d'ailleurs pas forcément que le propre de WordPress. Donc on a les trios gagnants, voilà. Type de contenu, si on résume, ça peut être en exemple des propriétés que vous aurez ici. Donc là, en back-office, je vais avoir ça s'affichera sous les articles. Voilà. Ça, c'est hyper essentiel dans un CMS d'avoir vraiment sa propre architecture. Après, on va avoir les taxonomies ou taxonomie, mais le vrai terme dans c'est taxonomie en français, contrairement à ce qu'on voit, qui peut être ici les types, les statuts, les vies, les informations. Donc là, c'est vraiment par rapport au projet. J'avais besoin d'avoir ces 4 systèmes de classification. Ça, c'est pour un site d'immobilier sur Biarritz, pour citer l'exemple. Et après, je vais avoir des champs personnalisés. Donc, je pense que je les montre ici. Voilà. Donc là, j'ai des onglets. Donc, ça change complètement de l'interface classique d'un WordPress. Un WordPress classique, vous allez avoir le titre, du contenu et un éditeur WYSIWYG dans lequel vous saisissez du texte en brut. Mais saisir du texte en brut, quand vous voulez faire après un design personnalisé, ça va être compliqué d'extraire la donnée. Donc, par exemple, ici, j'avais un PDF à mettre en téléchargement. Donc après, je crée un petit bouton, voilà, télécharger la fiche avec les plans de la maison, j'en sais rien, un truc comme ça. Là, je vais avoir une bannière en haut, par exemple, qui va être la bannière d'accroche. Donc tout ça, dès que j'ai besoin d'un élément, je le crée. Et ça s'appelle vraiment faire du WordPress avec une architecture sur mesure. Voilà. Et donc, vous pouvez faire des onglets aussi. Donc, il y a des extensions comme Advanced Custom Field qui permettent de faire ces interfaces de manière assez simplifiée. Sinon, ça reste du WordPress classique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour l'architecture. Essentiel quand on fait du CMS. Quoi. Ensuite, vous avez le point numéro 10, optimiser votre installation WordPress. De base, WordPress, en fait, vous pouvez faire des petits réglages qui ne sont pas forcément accessibles depuis le back-office et qui sont vraiment à faire, mais qui relèvent un peu de la technique. Donc déjà, dans WordPress, il y a un premier fichier de configuration qu'on appelle wp-config.php. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui est présent à la racine de votre serveur. C'est le fichier qui se crée quand vous installez WordPress. Installer WordPress, c'est très rapide, c'est dire les identifiants de la base de données, faire suivant et c'est fini. Eh bien, ce fichier est généré lors de l'installation. Et en fait, de base, alors là, j'ai mis des liens, après vous pourrez y accéder, hein, les slides sont déjà en ligne de toute façon. Il y a des petits codes à mettre pour optimiser, par exemple, la limite mémoire que WordPress peut utiliser. De base, je crois que c'était plafonné, alors il avait monté, je crois, soit c'est 64, soit c'est 96, mais vous pouvez mettre à au moins 128, voire 256 sans problème. Alors évidemment, si votre hébergeur est bridé, ça ne servira à rien, mais ça peut déjà vous donner un bon coup de boost en back-office. Ensuite, vous pouvez activer les mises à jour mineures en automatique, ça peut être sympa. Vous pouvez désactiver l'éditeur de code. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi il le laisse. C'est dans WordPress, en back-office, vous pouvez aller modifier le code de votre site au niveau des extensions, au niveau du thème.
C'est selon moi une erreur parce que si vous n'êtes pas développeur, vous allez faire des erreurs, vous allez planter le site et vous ne pourrez plus y accéder facilement normalement. Mais si vous êtes développeur, vous passez pas par là. Donc je ne sais pas trop qui c'est que ça peut concerner en fait. J'ai jamais trop compris l'intérêt de ce truc. Mais ça, c'est de l'héritage, ça. Voilà. C'est le seul truc que je n'aime pas, donc on peut le virer. Ouais, le seul truc, il y en a d'autres, hein, mais faut pas non plus être chauvin, mais il y a des trucs qui ne sont pas toujours très bien. Mais en gros, vous pouvez faire ça dans VP Config. Entre autres choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dedans, mais en gros, c'est ça. Et après, il y a le fichier htaccess. Ça, c'est un fichier classique qu'on a sur les serveurs. Bon, là, je m'adresse plus aux développeurs pour le coup. Vous pouvez faire de la protection, donc en termes de sécurité. Si vous utilisez des sites comme Security Headers qui vous permettent de tester la note de votre site en termes de sécurité, vous pouvez facilement, en mettant les bonnes règles dans WordPress, passer d'une note de F à A facilement, quoi. Donc ça se fait bien. Vous pouvez masquer les répertoires. Ça aussi, le coût de l'hébergeur qui vous affiche les répertoires. Donc vous envoyez dans votre bibliothèque de médias des images, des PDF, un peu tout et n'importe quoi. C'est stocké dans un dossier par défaut wp-content/uploads pour fichier et / les mois, l'année, etc. Sauf que on va sur votre site, clic droit, afficher l'image, on remonte dans la hiérarchie du répertoire et bien souvent on a tout le répertoire qui s'affiche. Vous me direz, oui, mais c'est des images, elles sont affichées sur le site. Ouais, mais des fois on a des PDF qui s'affichent parce que c'était de la donnée qui était potentiellement pas à donner à tout le monde, ou c'était des tests, etc. Et ça c'est visible. Donc on peut avoir tout le répertoire qui s'affiche, Google va l'indexer, et donc voilà, ça se masque facilement, on peut empêcher l'accès à ces répertoires, c'est déjà bien. Donc ça il faut le faire par ce fichier-là. Ça c'est pas vraiment lié à WordPress, c'est lié à la configuration de votre hébergeur en fait, et qui du coup il fait pas toujours bien les choses. Empêcher l'accès à des fichiers sensibles, ça aussi, quand vous envoyez un fichier dans la bibliothèque de médias de WordPress, considérez qu'il est public ce fichier. C'est-à-dire que si vous donnez l'URL à quelqu'un, on pourra lire le fichier, une vidéo, un son, une image, un PDF, n'importe quoi. Donc ça, si vous considérez, ouais, moi j'ai fait un espace privé dans mon site, en gros il y a un login mot de passe, c'est bon, j'accède au fichier que je voulais partager avec les seuls abonnés ou les seules personnes qui ont vraiment la capacité à y accéder. Oui, mais il faut aussi protéger les fichiers. Et souvent, ils ne sont pas protégés ces fichiers. Donc si le simple fait de partager l'URL par un email ou sur un réseau social permet de voir le fichier, c'est embêtant. Donc quand on fait du privatif, il y a privatiser l'URL pour le contenu, mais il y a aussi l'accès au fichier direct, quoi. Ça, c'est pas souvent fait. Et on peut le faire par là. Donc après, ce que je pourrais dire, un 11e conseil, il en reste plus que 2. Oui, il n'y en a pas même. Reporter efficacement les bugs. Donc quand vous voyez un bug, parce qu'il y en a, n'hésitez pas à vous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas contribuer, dire, je pourrais dire, là il y a un bug, aidez-moi. Et en fait, il faut savoir que si vous avez une extension qui est gratuite, vous pouvez aller sur le forum de support de WordPress.org. Chaque extension a son forum dédié et dire voilà, moi j'ai constaté tel bug, est-ce que telle ligne d'erreur est apparue à l'écran, qu'est-ce que je fais? Là, le développeur, normalement, il est réactif. Il va venir vous aider. Parce qu'en général, il aime bien avoir des bonnes notes après derrière. C'est un peu comme sur les stores chez Apple, Android et tout ça. Il y a cette notion de note derrière maintenant, qui peut être d'ailleurs un peu contestable, mais au moins, ça a fait bouger les gens à maintenir les plugins, les extensions actives. Après, si vous payez pour l'extension, là, vous contactez le support, vous payez pour ça, donc il doit faire le boulot. Voilà. Et alors après, le meilleur pour la fin, point numéro 12, la chaise et le clavier. Donc, le problème, c'est que la personne qui se situe entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire c'est vous, votre pire ennemi, c'est vous. Et je conclurai toujours par ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier de soi-même et de l'utilisation que l'on fait de l'outil. Donc, pour récapituler, on n'installe pas une extension comme on installe une application sur son mobile. Ça a des conséquences d'autant plus si vous n'êtes pas développeur, que vous ne verrez pas. Donc, sous le capot, il y a des choses qui se passent. Que créer, modifier, supprimer du contenu, ça a un impact sur votre référencement. Vous êtes sur un système de gestion de contenu. Ah ouais, je me suis trompé, cette page-là, elle ne sert plus à rien, on la supprime, tiens, j'en recrée une autre, machin. Oui, sauf que ça a peut-être doublé l'URL, ça a peut-être fait disparaître une position dans votre référencement sur Google, ça a peut-être fait plein de choses. Donc attention, c'est pas parce que c'est très simple qu'il n'y a pas des impacts derrière qu'on ne voit pas là encore. Donc là, on est plutôt au niveau webmaster pour le coup. Un mot de passe non sécurisé, c'est clairement une invitation à pirater votre site. Voilà. Et malgré tout ce qu'on dira là-dessus. Et les bidouilles dans le code restent dit bidouilles. Voilà. Donc,
Le fameux bout de code que j'ai récupéré, n'importe où d'ailleurs, hein, ça peut être sur mon blog aussi, que vous avez mis là, ouais, il a dit il faut copier-coller dans tel fichier, ça marche, ouais, ça fait le truc. Ouais, mais soit vous notez quelque part que vous avez fait la bidouille, parce que le jour où ça casse, ah, moi j'ai rien touché, mon site il marchait très bien, et vous dites, alors là le développeur dit bon ok, vous avez bidouillé, mais si vous pouviez me dire où vous avez fait la bidouille, c'est toujours bien. Donc en général on sait à peu près où c'est, mais il y en a quand même qui s'amusent à modifier les fichiers du corps de WordPress, des fois ça arrive ça. Donc on ne touche pas aux fichiers du corps de WordPress, on touche éventuellement aux thèmes, aux extensions, mais il y a des manières de faire que je ne vais pas forcément expliquer ici. Donc voilà, donc en résumé, formez-vous ou faites faire. Et là encore, participez aux meet-up locaux qu'il y en a forcément près de chez vous, tellement ça explose en ce moment. C'est souvent gratuit tout ça, vous allez choper des bons conseils, vous allez avoir des gens qui vont être là pour vous aider. Et donc du coup, vous éviterez de passer des journées à accumuler les erreurs et à vous ruiner peut-être votre référencement, votre accessibilité, etc. Donc voilà, ça c'était les 12 conseils. Bon, il reste 3 slides. C'est bon, 1 heure après, 40. Mes extensions favorites. J'en ai quelques-unes. Alors déjà, comme je disais, pensée, besoin et pas fonctionnalité. Alors du coup, j'ai fait une liste très perso, parce que forcément, il y a 50 000 extensions sur le repo. Alors, il y en a 50 000 en gratuit. Alors imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Donc déjà, en référencement, je conseille SEOpress. Qui connaît SEOpress dans la salle? Ah, en version J'allais pro. dire. En pro, tu l'as prise ou... Non. Enfin, en fait, je l'ai exploité sur des différentes failles sur sa version gratuite. Ouais. Et en fait, c'est une des moins faillibles. D'accord. C'est la moins faillible en fait. D'accord. Elle est plutôt bien, elle sort du contenu qui est très propre au niveau référencement. Oui, normalement, c'est pas mal. Bon, c'est un peu un petit coup de pub parce que c'est le frangin qui l'a développé, donc voilà. J'ai un frère jumeau en fait qui fait aussi du développement WordPress en agence. Et du coup, c'est lui qui a développé SEOpress, qui était une extension WordPress française, et qu'il a développé avec des référenceurs de très haut vol qui lui ont dit il faut mettre ça, ça et ça. Et donc il a fait ce qu'ils ont demandé. Contrairement à l'extension très connue comme Yoast qui depuis la version 2 n'a pas bougé et qui rajoute des notifications à chaque version et qui complexifie l'interface. Et qui met sa belle pub dans le code source. Alors que SEOpress est en marque blanche, donc il n'y a pas de footprint pour ceux qui font du référencement. Voilà. Et il y a une version pro qui est pas chère. C'est vrai en plus parce qu'elle vous pouvez l'avoir pour un nombre illimité de sites pour tant que vous voulez, ce qui est assez rare. Après j'aime bien WP Rocket pour le cache. Ça c'est une extension qui a été développée par des gens de la communauté WordPress en France et qui un jour se sont dit tiens on va faire du cache et ça a marché du feu des dieux. Et du coup, eux, maintenant, ils sont, on va dire, au niveau mondial, parmi ceux qui font le plus de pognon, je pense, avec les extensions. Mais vraiment un gros paquet. Après, Gravity Form. Donc ça, c'est pour les formulaires. Ça, c'est vraiment hyper puissant. En fait, vous pouvez vraiment aller beaucoup, même pour un formulaire simple, c'est efficace. Pour des formulaires très aboutis, pour connecter à des CRM, à des tas d'autres outils, ça marche très très bien. Donc moi, j'aime bien cette extension-là. Bon, elle est payante. Mais, comme je dis toujours, le formulaire de contact sur un site, c'est quasiment le truc le plus important. C'est ce qui permet de convertir, d'avoir du business derrière. Et les gratuits, des fois, ils ne marchent pas bien. Et du coup, les contacts, ils n'arrivent plus. Et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, vous dites, mon site, il n'a pas de trafic, machin. Non, c'est peut-être le formulaire qui a l'air de marcher, mais il ne livre pas les emails. Donc, un truc bien pro, c'est mieux quand même. Ensuite, Updraft Plus, je crois qu'il y a une version gratuite pour lui, qui permet de sauvegarder son site. L'interface, elle n'est pas toujours sympa, mais ça marche. Ça marche vraiment très bien. Akismet pour l'anti-spam, c'est natif quasiment chez WordPress, même si on est censé plus ou moins payer une licence soi-disant. Et après, WooCommerce pour créer les boutiques en ligne. Qui fait du WooCommerce ici? Personne ne fait du WooCommerce. Mais il faudrait que je revienne faire une conférence sur WooCommerce. Et qui fait du e-commerce en général? D'accord. Donc avec WordPress, vous pouvez faire des super sites e-commerce. WooCommerce est d'ailleurs aujourd'hui devant PrestaShop. Pour ceux qui connaissent PrestaShop en termes de e-commerce, en France, ça a doublé Presta. Et au niveau mondial, c'est à 40%, je crois. Enfin, après, j'aime pas trop les stats, moi, sur l'e-commerce, pour la simple raison que c'est un
domaine assez particulier, où il y a des outils spécialisés, il y a des solutions métiers qui sont beaucoup plus adaptées que prendre un e-commerce. C'est vraiment différent que le milieu du CMS. Donc, un e-commerce, il y a vraiment de tout. Mais e-commerce est très, 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 très populaire maintenant et il y a de très bonnes raisons à ça, c'est que ça marche très bien. Une remarque? Ça a quel âge e-commerce? Je pense que c'est à moins 5 ans. Ça a été racheté par Automatic en mai 2015. Donc c'est pour ça aussi que maintenant c'est quasiment au même niveau en termes de rapidité de développement que WordPress. Et avant ça existait au moins peut-être 4-5 ans facile maintenant. Et avant c'était un fork d'une autre extension qui était GigoShop. Donc c'est la société Wootem qui était derrière, qui faisait des thèmes à l'origine, qui sont mis à faire WooCommerce. Bon, ça a tellement explosé ce truc que maintenant on peut faire de très très belles choses avec. Des e-commerce très compliqués, j'en ai fait pas mal là-dessus, on peut aller vraiment très très loin. Bon, forcément on est dans une logique e-commerce avec d'autres inconvénients, d'autres contraintes, et là forcément on n'est plus à se le monter soi-même, hein. Faire du e-commerce soi-même c'est un peu suicidaire. Donc il y a 50 000 extensions gratuites, sans compter les premiums. Donc les premiums, c'est celles qu'on peut acheter. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce que quand j'ai démarré, il n'y en avait même pas 10 000. Donc voilà. Bien merci, c'est terminé. Alors j'espère que vous avez des questions. Quelles qu'elles soient. Enfin, j'adore les questions, moi, donc faut y aller. Ah si, il faut des questions. J'ai même pas de quoi troller la fait. Oh, on m'avait promis du grand troll. Je pensais. Je suis déçu là. C'était plutôt propre. Il y a un truc de WordPress qui permet d'en installer plein sur un serveur mu. MuWP en fait. On t'en parle pas. C'est vrai. Elle va parler. On a sous WordPress le mode multisite, qui est un mode caché. Historiquement, c'était une version séparée de la version classique de WordPress. Après, depuis la version 3, ils l'ont fusionné. Et effectivement, on peut faire du multisite. Qu'est-ce que c'est faire du multisite? C'est créer un réseau de sites avec WordPress. Vous allez disposer d'une espèce d'interface au-dessus de l'interface classique, qui aura la même apparence, et qui va vous permettre de créer autant de sites que vous voulez. Alors, ça mérite, on peut faire une conférence là-dessus carrément, parce que tellement c'est assez complexe comme sujet. Il y a des avantages, il y a de gros inconvénients aussi, mais vous pouvez déployer, si vous avez des effets de réseau à avoir des sites assez identiques, par exemple des sites à cloner, c'est utilisé par exemple pour des franchises, pour des entreprises qui ont besoin, par exemple, d'avoir un site pour l'entreprise mère et après pour les filiales d'avoir les mêmes designs, par exemple, les mêmes fonctionnalités, et c'est juste les contenus qui changent. Donc là, on peut l'utiliser pour cloner les sites-là et gagner du temps. Et aussi, ça peut faciliter de la maintenance, etc. Donc on a dans WordPress ce qu'on appelle un WordPress multisite. C'est un network, on appelle ça aussi, donc ça permet de déployer du réseau en masse et d'affecter des utilisateurs à un ou plusieurs sites de ce réseau. Un exemple très classique que l'on cite, c'est WordPress.com. Ça, j'en ai pas parlé. WordPress.com, c'est la plateforme de site hébergée en ligne. Vous n'avez pas besoin d'installer vous-même le WordPress. C'est beaucoup plus limité, mais ça reste une base WordPress. Et derrière, c'est un gros WordPress multisite qui héberge 60 millions de sites. Voilà. Donc ils ont l'infrastructure qui va bien, évidemment. Mais c'est une seule grosse base de données. Voilà. Donc, quand on fait du multisite, c'est une seule base de données. Donc les tables s'incrémentent de numéro en numéro de site, et ça marche très très bien. Et il y a vraiment des tas de cas où on peut l'utiliser. Je déconseille fortement de faire du référencement de type Black Hat avec des réseaux de sites, hein, là pour le coup, parce que sur une seule base de données, héberger tous ces sites, et en plus avoir les mêmes IP, etc., là, pour ceux qui font du référencement, c'est vraiment un truc foireux. Alors allez pas là-dessus. Après, il y en a qui le font, donc bon, pourquoi pas. Mais oui, on peut faire ça, ouais. Il y a des usages qui sont intéressants aussi pour faire du multilingue avec du multisite. Et ça permet d'avoir des back-office vraiment segmentés à ce niveau-là. Donc ouais, ça, c'est un autre usage de WordPress qui n'est pas très connu. Parce que là encore, quand ce n'est pas montré, les utilisateurs ne sont pas tentés de le tester, quoi, tout simplement. Si je veux me lancer, je veux faire ma page web, Oui. etc., pourquoi j'utiliserais plutôt WordPress que les fournisseurs comme Wix ou autres? Alors, déjà, disons que le premier argument que je donnerais, c'est qu'à un moment donné, quand on veut se lancer et que c'est
c'est toujours intéressant d'utiliser une techno qui va être utilisée par beaucoup de gens, ne serait-ce que pour avoir de l'aide, pour avoir de la documentation, du support, etc. Surtout qu'au niveau francophone, on est très actif, donc là aussi on peut avoir de l'info. Donc ça serait le premier argument, ça serait là-dessus. Le deuxième, pourquoi WordPress plus qu'un Wix ou une solution en ligne, même une solution comme WordPress.com, pourquoi? C'est une question de référencement. Wix n'est pas censé se référencer. Alors peut-être sur le nom exclusif de la marque, ça va sortir. Après, sur d'autres mots-clés, non. Ça, c'est clairement dit par Google, hein, clairement, c'est marqué. Donc, je peux sortir les textes. Donc, ils ont des problèmes là-dessus. Après, pourquoi? Alors, surtout pas Wix aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens dans le chat qui font du Wix, je sais pas. Hein. Mais pourquoi pas Wix? Parce que, clairement aussi, parce qu'ils sont aussi en procès avec WordPress. Parce que ce qui est rigolo, c'est que Wix s'est amusé, à un moment donné, à réutiliser du code qui était dans le code de WordPress. Et comme la licence veut qu'ils doivent ouvrir le code et respecter ses conditions initiales, ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, nous, Wix c'est une solution propriétaire, donc notre code ne monte pas. Sauf que chez WordPress, ils ne sont pas idiots, ils ont vu que c'était le même code qui était utilisé. Donc ils ont dit, c'est génial d'utiliser des choses qui sont bien chez WordPress, mais du coup, maintenant, vous devez ouvrir le code. Donc du coup, ils ont dû un peu faire machine arrière et montrer que, bon voilà, il y a des histoires de procès en ce moment. Donc, question de référencement, question de crédibilité, et question aussi tout simple, c'est open source, c'est gratuit, et il n'y a pas de pub qui va s'afficher sur votre site pour dire c'est un site Wix, c'est un site page jaune, c'est un site machin truc, il est à vous votre site, il est hébergé, il vous appartient. Donc la donnée, elle appartient à personne d'autre. Donc vous en êtes propriétaire. Et il n'y a personne demain qui peut aller accéder. Alors évidemment, l'hébergeur il peut toujours accéder à votre donnée, mais il vous appartient le back-office. Là, il n'y aura pas de données qui va être exploitée à des buts marketing derrière ou de revente, etc. Donc il y a ça aussi. Donc c'est faire utiliser une solution comme WordPress, comme Joomla, comme Drupal, que l'on installe soi-même sur un serveur, c'est faire un vrai site. C'est démarrer à faire un vrai site. Tu me dis que c'est plus crédible en fait parce que t'es maître et t'es chez toi en fait. Ouais, ça fait partie des arguments, ouais. Et puis après, c'est une facilité d'évolution. C'est une grande flexibilité. On démarre sur un site qui fait 2 pages pour se présenter, un formulaire. Quelques temps après, on se dit, tiens, je pourrais pas faire ça sur mon site. Et en fait, on va voir qu'on peut faire plein de choses. Et il y a sur le marché les solutions. Voilà. Et il y a aussi les prestataires pour accompagner les gens. Donc ça, c'est ça aussi, il y a un écosystème. C'est l'argument que je citais là, l'écosystème. Vous n'êtes pas tout seul. Et il y a aujourd'hui des très bonnes technos qui émergent, tout ça, mais elles sont utilisées par que des gens qui sont à fond dessus. Du coup, l'utilisateur final, lui, il n'a pas trop d'intérêt là-dessus. Donc c'est bien d'être sur des trucs qui sont utilisés par beaucoup de gens. Qui sont de qualité au passage. Ça pourrait être... tout le monde, c'est pas forcément parce que c'est très connu que c'est forcément bien. Hein. Du coup, mais voilà, ce serait l'argument. Ouais. On est chez soi, c'est gratuit. A contrario, justement, si Arnaud voulait le faire, lui qui n'y connaît rien, ça peut être bien une solution en ligne, justement, parce que les mises à jour seront faites directement sur le produit en ligne. Oui. Oui. Par exemple, admettons localement à Amiens, on a un CMS en ligne qui existe, qui s'appelle imonsite.com. Oui. Voilà, moi je pense que c'est très bien. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi sur des problématiques comme Wix. Wix, c'est un vrai sujet qui a fait mal à WordPress et qui a fait mal à d'autres. Oui, après WordPress, ils n'ont pas trop. Ils s'en foutent un peu. Mais, oui, WordPress, ils s'en battent les couilles, puisque de toute façon, leur business model, c'est pas. Ce qu'ils veulent, c'est respecter les fondamentaux des licences. Mais il y a quand même des solutions en ligne qui sont. Oui. Même référencement, etc. Oui, tout à fait. Après, ça dépend. C'est les besoins. Donc, effectivement. Si le besoin est hyper basique, de pas trop se prendre la tête, ça peut être mon site, ça peut être lancé uniquement sur WordPress.com en faisant le petit truc basique, ça peut être d'aller éventuellement se dire je vais pour mon activité, je fais même pas de site, je fais juste 2-3 profils sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, voilà. Après, c'est une question de philosophie, de savoir ce que l'on veut et vers quoi on veut aller aussi par la suite. Et du coup, tu es d'accord pour dire que le vrai problème, c'est l'utilisateur, et qu'en gros, sur des solutions comme WordPress qui sont géniales, quand on sait de quoi ce qu'on fait dedans, après, le problème, c'est tous les utilisateurs. Ah oui, c'est tous ceux qui pensent savoir faire un WordPress et qui, en fait, en font de la merde. C'est pour ça qu'on est en train de se bouger au niveau de la communauté pour mettre des certifications WordPress. Donc ça va arriver... Bon, là, on y bûche là, parce que c'est compliqué au niveau de la loi.
Mais on est à fond, c'est pour ça, on a quelqu'un qui est à fond dessus, bénévolement d'ailleurs. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à des certifications, à minima, en avoir une délivrée en ligne, un peu comme Google Exam peut le faire pour des certifs mobiles, etc. Donc on pourrait le faire sur WPFR, donc, mais de manière assez restrictive quand même. Il faudrait vraiment avoir un certain niveau de réussite sur les questions-réponses, sur être impliqué, etc. Prouver qu'il y a un minimum de niveau. Après, ce qu'on veut faire, c'est être reconnu pour le CPF, mais c'est pas forcément très demandé, et aussi aller vers du RNCP, donc c'est le registre national des certifications professionnelles. Mais là, il y a déjà Open Classroom qui était dessus, et il y a des lois qui sont assez contraignantes et qui vont bouger, notamment début de l'année prochaine visiblement. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de voir ce qui est possible de faire à notre niveau, au niveau associatif, tout ça, et attendre de voir comment ça va bouger aussi pour ne pas faire de la paperasse pour rien, parce que c'est quand même assez costaud. Voilà. Et après, oui, c'est d'aller vers de la certification reconnue. De dire, voilà, il y a un référentiel, ça, vous avez tel niveau sur WordPress, alors niveau webmaster, niveau développeur, etc. Et pour essayer justement de faire monter en qualité les sites qui sont produits. Voilà. Et voilà, ça progresse. Et les extensions, ça fait longtemps que je peux aller sur WordPress. Est-ce qu'il y a des uns qui sont approuvés par exemple, un éditeur qui fait beaucoup d'extensions, est-ce que c'est approuvé par WordPress, un peu comme sur PrestaShop on retrouve quand la Poste fait une extension, elle est approuvée, etc. Non, disons que pour tout ce qui va être WooCommerce, là oui, parce que sur woocommerce.com, il va y avoir 300 extensions qui sont, on va dire, sélectionnées, approuvées par automatique. Bon, il y en a quand même qui ne sont pas terribles, mais bon, il y a une politique de remboursement aussi, après, on s'en fout. Mais elles sont vraiment pas mal. Après, sur le repository, il y a de la validation au sens respect des normes de sécurité, des guidelines, tout ça. Donc il faut se faire approuver. On ne peut pas créer un compte, je balance un zip, ça marche, sinon ça serait la foire. Donc ça, il y a des vérifications, il y a des processus. Sur la partie thème, c'est pareil, mais là c'est une catastrophe tellement c'est compliqué que personne ne veut mettre des thèmes dessus. Parce qu'un thème peut tellement avoir d'impact que là, ils sont obligés de tout vérifier, le fonctionnement, etc. Donc il n'y a pas de label officiel, on va dire, ou de certification qualité sur des extensions. C'est plutôt les utilisateurs qui vont le faire, avec le nombre de téléchargements, le nombre les notes sur 5 avec les étoiles qui sont mises. Donc ils ont mis ça pour essayer d'entrer dans une démarche qualité, alors par le nombre évidemment, mais ça a quand même fait un bon ménage là-dessus quand même. Il y a aussi le fait de retirer du répertoire officiel des extensions qui sont trop vieilles, ou alors de le notifier. Une qui a plus de 2 ans, ça va être indiqué. Et après, tu vas aussi avoir, j'ai vu ça dernièrement, ça m'a paru très nouveau ça, une extension qui ne respecterait plus en cours de parcours des guidelines, elle est temporairement retirée du repository. Et tant qu'il ne faisait pas, le développeur, ce qu'il fallait pour que ça soit de nouveau intégré. Et en général, il se bouge. En général, il se bouge, oui. Donc en gros, c'est la communauté, comme elle est massive, elle est nombreuse, qui va faire que de suite, une extension qui ne marche pas, elle va se faire démonter en mettant des notes à 1. De suite, ça fait baisser les téléchargements. Et comme derrière, en général, les plus gros, ils ont des versions premium payantes pour faire un business dessus, évidemment, ils ne vont pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, ils se bougent vraiment, quoi, parce que c'est par là la première porte d'entrée. Donc, ouais, c'est une approbation par la masse. Quoi. Ouais. Avant le filtrage préalable pour la sécurité. Oui. J'ai pas testé Gutenberg. Moi non plus, ça me... Voilà. Ce sera la version 5. Ouais, alors Gutenberg, en fait, c'est, pour expliquer, c'est l'éditeur de WordPress va évoluer. En gros, il y a une grosse mode sur, ça j'en ai pas parlé, je ne les ai pas cités, dans les thèmes premium que vous achetez, souvent vous avez des builders, des constructeurs de pages, qui s'appellent Visual Composer, Divi Builder, etc., qui vous permettent de gérer des blocs pour les différentes pages. C'est une horreur en termes de qualité, en termes de performance, en termes de code, en termes d'expérience utilisateur, en termes de tout. Et donc chez WordPress, enfin chez Automattic, disons ceux qui font la promotion du projet, ils se sont dit bon, on va se bouger un petit peu, on va essayer de proposer une solution native qui soit un petit peu mieux au niveau de l'éditeur. Parce que les gens, ils veulent gérer leurs petits blocs, manipuler tout ça, ils veulent toujours aller plus loin. Donc là, avec Gutenberg, qui est le nom de ce projet-là, ils veulent intégrer dans la prochaine version, alors je ne sais pas si dans la 5 ça y sera vraiment, mais en tout cas c'est le projet de mettre un espèce de constructeur un peu visuel, mais qui colle au plus près des standards de WordPress et qui ne casse pas tout, et qui évite les failles de sécurité aussi.
Donc en gros, ça j'ai déjà pas rebondi là-dessus, mais en gros sur les thèmes premium qui embarquent alors soit Visual Composer pour les constructeurs de pages, soit Revolution Slider pour les diaporamas avec les effets dans tous les sens qui au passage ne convertissent pas et ne servent à rien si ce n'est ruiner la performance de votre site, donc éviter les diaporamas mal faits, et bien ces deux extensions-là représentaient à peu près les 3/4 des sites piratés dans le monde puisque tous les thèmes premium les utilisaient. Donc voilà, donc c'est vite fait. Et comme en fait le problème c'est que ces extensions-là ne sont pas forcément mises à jour, ou du moins vous n'avez pas la notification de mise à jour qui apparaît dans le back-office, parce qu'en fait ça dépend du thème. Ça c'est un gros piège, vous pensez être à jour, il n'y a pas de notification, mais en fait vous ne l'êtes pas. Et c'est comme ça qu'on se fait pirater, la plupart du temps. Donc, et le piratage, encore une fois, n'est pas lié au fait que le hacker s'en prenne à votre site. C'est de l'attaque de masse, c'est des failles connues, exploitées, qui sont souvent corrigées mais pas maintenues sur les sites. Et le hacker, il veut la ressource de votre serveur, c'est que ça qu'il veut en général. À moins d'être une grosse entreprise avec de la donnée sensible, il s'en fiche complètement de votre site, quoi. Donc ne vous sentez pas visé si vous êtes hacké, quoi. C'est vraiment pour la ressource. Voilà. Donc oui, Gutenberg, ouais. Moi je suis pas trop fan de ce genre de truc parce que en général, les back-office sont plutôt personnalisés dans les projets que moi je suis amené à faire, etc. Donc on laisse pas trop les champs comme ça. Voilà. Mais ça a l'air sympa. Voilà. Je pense que ça peut constituer une bonne base, en tout cas pour des évolutions, éviter ces failles-là sur les devs. Voilà. Question. Une dernière. Oui, en haut. Oui. Mais n'évoquez pas les extensions de sécurité comme ces items sécurité. Oui, il y en a plein. On va avoir aussi la WordFence. En France, on a SecuPress. Oui, c'est des extensions qui font de la sécu. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de ça. En fait, ça crée plus de problèmes pour l'utilisateur final qui va se bloquer tout seul ou qui va rentrer dans une logique de « ouais, je mets tout en mode forteresse ». Ouais, mais si les mots de passe sont pourris et le serveur est pourri, ça ne servait à rien de sécuriser au niveau de WordPress et pas au niveau des bases déjà. Donc pour moi, la sécurité, c'est un ensemble de bonnes pratiques, de petites choses. C'est pas j'ai mis le truc, c'est bon, j'ai appuyé sur le bouton sécurité et tout. Mais du coup, je suis pas fan des extensions de sécurité. Voilà. Ça apporte plus d'embêtement que de choses. Après, des sites qui sont tout le temps ciblés, c'est qu'il y a un défaut de conception aussi quelque part. S'ils sont tout le temps hackés, déjà si on respecte les quelques pratiques que j'ai mis là pour la brute force, sur les mots de passe, etc., on n'est pas trop embêté. Après moi ce que je fais sur les serveurs que j'administre au niveau dédié, on met des protections supplémentaires sur les pare-feux qui protègent notamment sur les fichiers comme XML RPC pour les accès distants. Et là on bloque beaucoup d'IP. Là c'est vrai que c'est... Bon. Mais là c'est beaucoup plus technique. Là on va vous perdre. Donc voilà. Oui voilà, ma réponse est ça. Mais après ça marche, il y en a qui aiment bien l'utiliser, moi je suis pas trop fan en fait. C'est un parti pris. Voilà. Vous maîtrisez moi je l'ai mis, mais je maîtrise la sécurité, donc je sais ce que je fais en configuration. Oui, ben voilà, après c'est comme les... D'autres choses à côté, il n'y a pas que ça. Ouais, voilà, mais c'est comme ça, c'est toujours pareil. Je l'ai mis pas parce que le site a déjà été hacké, donc après là-dessus. Ouais, d'accord. Après c'est comme tout, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand on installe ce genre d'extension, il faut savoir aussi ce qu'on fait, quoi. Voilà, le problème il est là. Et bien souvent, les utilisateurs, ils savent pas trop, ils mettent ça et ils se retrouvent bloqués après. Donc, sans savoir la cause réelle, c'était quoi le piratage à l'origine, quoi. Si on cherche pas trop les causes, on traite que les effets, c'est pas terrible, quoi. C'est comme tout. Donc, voilà. Question. C'est quoi ton moyen de correction d'une faille sur le corps de WordPress à partir du moment En fait, déjà les failles, quand elles sont identifiées, il va y avoir un code de bonne conduite des hackers en général, ceux qui se comportent bien, qui ne vont pas la révéler au grand public. Donc il y a on va dire une espèce de groupe spécial sécurité, une task force en interne chez Automatique qui gère un peu ça. Et c'est pour ça que des fois on voit une mise à jour qui arrive, oui, il y a eu 4 failles de corriger, 5 failles de corriger, et du coup tout le monde fait la mise à jour. Et en fait, en général, c'est des mises à jour dites mineures. Donc c'est pas une 4.8, c'est pas une 4.9, c'est la troisième décimale. Et en fait, ces mises à jour-là, maintenant, depuis les versions récentes, sont poussées automatiquement.
Donc ce qui évite d'avoir déjà la fragmentation sur les mises à jour et d'avoir de manière globale un parc de WordPress qui est potentiellement plus ou moins toujours à jour. C'est assez rapide, c'est assez réactif, c'est même bien réactif. Il n'y a pas eu à ma connaissance à ce jour d'affaires, de failles qui avaient traîné des mois et qu'ils s'en fichaient, quoi. Clairement pas. Clairement pas. Au jour d'aujourd'hui, la dernière version, elle est censée être sans faille de sécurité. Après, il y a des gens qui testent vraiment la sécurité à fond sur le corps. Les extensions, c'est là où après, on peut trouver de tout. Voilà. Il y en a qui font très bien leur boulot. C'est aussi une question d'éducation des développeurs, de monter en compétences. Et c'est à ça qu'on reconnaît, c'est une bonne extension, c'est pas une bonne extension, aussi sur les aspects sécurité, quoi. On a vu des extensions qui étaient devenues populaires et qui du jour au lendemain se sont fait pirater, qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Voilà, parce qu'ils ne respectaient pas des pratiques de programmation qui ne sont pas toujours évidentes, mais voilà, c'est clair. Mais sur le corps, c'est sérieux. Ouais, sur le corps, c'est sérieux. Ça, c'est clair. Ça rigole, là, il y a des questions. Bon, 20h05, s'il n'y a pas d'autres questions. On peut toujours rester un peu à l'accueil pour discuter. Ah oui, après, si vous pouvez venir me voir. Hein. Si vous avez un problème sur un WordPress, insoluble. Moi, j'aime bien les challenges. Donc, merci de votre attention et retrouvez-moi où vous voulez, en ligne, contactez-moi. Je réponds bien volontiers à tous les emails.